dossier d'urbanisme en ce qui concerne les discussions. Donc là, pour rappel, nous aurons maintenant 6 conseillers délégués. Madame Berega Fidat, qui est toujours culture et patrimoine. Madame Marazzato Sophie, multi-accueil et petite enfance. Monsieur Jean-Pierre Spadol, entreprise et artisanat. Corinne Sor, vie scolaire et périscolaire. Et nous aurons 2 conseillers délégués supplémentaires. Madonna Myriam à la forêt et Ethème Coxu à la voirie. Donc il vous est demandé de créer 2 postes de conseillers municipaux délégués pour la commune d'Essert, pour un total de 6 postes de conseillers délégués. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Une abstention. Donc la mise à jour du tableau du conseil, donc il n'y a pas de changement, si ce n'est la nomination de 2 conseillers, de 2 nouveaux conseillers délégués, Madame Madonna et Monsieur Coxu. Donc il faut prendre, voilà, il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau tableau, donc là je pense qu'on aura une abstention également. Non, un contre. Un contre. Indemnité des élus. Donc les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maximaux prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. Donc le montant des indemnités est fixé en fonction du pourcentage correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle, ça vous le savez tous. Et en application de l'article L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales et 3, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique. Donc le principal changement, c'est la modification de la rémunération du 5e adjoint. Donc comme ce n'était pas prévu dans le règlement intérieur au niveau du conseil municipal, M. Jean-Jacques Lang a fait une demande pour diminuer son régime indemnitaire. Donc il continuera à traiter les dossiers, il continuera à traiter les dossiers contentieux, il traitera l'urbanisme à distance, donc on diminue son indemnité pour être à 9,9%, donc la moitié de l'indemnité applicable. Vous avez, vous, sur les comptes rendus, une légère différence, puisque ce n'est pas 6593,28, mais 6593,25, et c'est 79,119. Donc il y a 3 centimes d'écart par mois. C'est le problème des calculateurs avec plusieurs chiffres qui arrondissent. Donc il vous est demandé de fixer l'indemnité du maire à 37,30 de l'indice terminal de l'échelle de la rémunération de la fonction publique, de maintenir l'indemnité de 5 adjoints à 15,44, de fixer l'indemnité du 5e adjoint à 9,90, de fixer l'indemnité des 6 conseillers délégués à 6% de l'indice terminal, donc ça ne change pas, tout le monde est rémunéré de la même façon, et de dire que le total des indemnités est inférieur à l'enveloppe globale maximum autorisée. Des questions? C'est pas plutôt l'indemnité du 6e adjoint? Non. Le 5e adjoint. Non, le 6e adjoint, c'est Daniel Martin. Donc c'est bien le 5e adjoint, Jean-Jacques Lang. Ouais, mais on maintient l'indemnité du 5e. Bizarre. De fixer l'indemnité du 5e à 9,90. Oui, mais on dit de maintenir l'indemnité de 5 adjoints à 15,44. Oui, les 5 autres adjoints sont maintenus au même niveau que ce qu'ils avaient avant. Et il y a une réduction pour Jean-Jacques qui traite les dossiers depuis par informatique. Voilà. En fait, il y a 6 adjoints. Il y a toujours 6 adjoints pour le moment. Numéro 5. Des questions? Qui est contre? Un contre? 2 abstentions? Au-delà des qualités indéniables de Jean-Jacques sur le traitement des dossiers, ça on en parle. Au-delà des qualités indéniables de Jean-Jacques sur le traitement des dossiers, il est extrêmement professionnel, il connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Ce qui nous ennuie malgré tout, c'est le traitement à distance. On ne parle pas d'un déménagement sur le département d'ATT, mais vraiment beaucoup plus loin. C'est provisoire. À un moment donné, C'est provisoire. D'accord. On va attendre pour la modification des délégations et la suppression de ce poste d'adjoint, l'achèvement des pavillons du CCAS, et Daniel Martin va reprendre en principe l'urbanisme. D'accord. Voilà, et on aura une modification des délégations. Ok. Donc ça va être temporaire en principe jusqu'à la fin de l'année. Voilà. À ce moment-là, on verra, mais on va s'abstenir pour le moment. Pas de problème. Merci. Un contre, 2 abstentions.
Convention pour l'organisation d'activités physiques et sportives dans le cadre des enseignements réguliers à taux minimum d'encadrement et à taux d'encadrement renforcé. Delphine. Oui, alors. Donc on se doit de signer une convention avec donc l'Éducation nationale pour l'emploi d'une personne qui assure l'éducation physique dans nos écoles auprès des élémentaires. Voilà, donc cette personne intervient à Tazieff et à Cousteau avec l'ensemble des classes. Donc la présente convention a pour objet l'organisation des activités physiques et sportives dans le cadre des enseignements réguliers à taux minimum d'encadrement spécifique et à taux d'encadrement renforcé dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'Essert, en partenariat avec cette commune, conformément au planning annexé chaque année à la présente convention. Donc je pense que vous avez eu le planning. La commune met à disposition des classes une intervenante sportive pour la pratique d'activités physiques et sportives. Il s'agit de renouveler donc la convention entre les services départementaux de l'éducation nationale et la commune pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Voilà. Donc dans cette convention, on nous parle donc du projet pédagogique, de l'encadrement, des assurances, d'un tas d'items voilà, que l'on doit respecter pour l'emploi de cette personne. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention DSDEN commune d'Essert pour l'organisation d'activités sportives dans les écoles et d'autoriser le maire à signer tout document y afférent. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, c'est bon. Merci. Donc là, la convention, la délibération numéro 5, c'est la convention pour la délégation de l'instruction des dossiers de demande de pause d'enseigne et de publicité au Grand Belfort. Donc vous savez que précédemment, c'était la DDT qui se chargeait de la totalité des traitements en ce qui concerne les enseignes et la publicité. À l'heure actuelle, l'État a décidé de retransférer ça aux communes. Donc c'est les maires qui sont responsables de cette police de la publicité. Et le Grand Belfort, eux, se proposent de faire les études sur ces dossiers-là. Donc je pense que toutes les communes vont avoir les mêmes délibérations à passer. Donc pour les établissements de public de coopération intercommunale, n'exerçant ni la compétence PLU ni la compétence RLP, donc c'est le cas au niveau du Grand Belfort, le maire est détenteur du pouvoir de police indépendamment de la taille de sa commune. Donc la loi autorise maintenant les EPCI à fiscalité propre, c'est le cas du Grand Belfort, à réaliser des prestations de services pour le compte des communes membres, dans un esprit de mutualisation des moyens matériels et humains, estimant qu'un intérêt public fonde le recours à cette solution pour ce qui concerne l'instruction des autorisations liées à la publicité et enseigne. La relation entre GBCA et les communes bénéficiaires ne s'assimile pas à un transfert de compétences, que les agents assurant la prestation de services continueront de dépendre de la seule autorité fonctionnelle de l'exécutif de GBCA. Donc là, pour le moment, il faudra qu'on en rediscute avec eux, puisqu'on a des petits soucis, notamment en ce qui concerne des fois les publicités, notamment sur Super U. Vous avez pu constater, pour ceux qui vont sur le bout de la commune, qu'anciennement Carrego avait encore une publicité et qu'il a été obligé de la cacher pour ne pas payer les enseignes, bien que n'exerçant plus aucune activité. Si ce n'est qu'on aura un traitement des enseignes et préenseignes directement par le Grand Belfort, avec la validation par la commune. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention relative à l'instruction des dossiers de demande de pose d'enseignes et publicité par le GBCA et d'autoriser le maire à signer tous les documents ou actes s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 6. La convention mise à disposition d'une partie de terrain pour l'installation d'un autotransformateur d'électricité rue de la Fraternité avec Enedis. Le terrain appartient à la commune. Le terrain qui est limitrophe au parking sur la rue de la Fraternité.
C'est du cadastré A875, une superficie de 11 347 m². Donc Enedis implantera après au niveau de la flèche un transformateur. Donc ce nouveau poste sera installé dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique et a besoin donc d'occuper une surface de 25 m². La convention décrit les modalités de mise à disposition. Donc les travaux sont prévus là, courant d'automne. Aujourd'hui, sur ce secteur-là, il y a une conduite enterrée de haute tension qui passe et il n'y a pas de pose de transfo sur cette ligne-là. Donc quand ils souhaitent mettre un transformateur pour pouvoir dévier les courants sur d'autres secteurs si besoin. Donc, tout le monde a bien vu, c'était au niveau de la Vierge, hein, le parking qui est au niveau de la Vierge, dessus à SR. Hein. Des questions? Il a demandé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition avec Enedis pour l'installation d'un autotransformateur et d'autoriser le maire à signer tout document ou acte s'y afférent. Des questions? Pour? Qui est contre? Avec terminé. C'était la suite de la convention précédente, donc c'est la servitude pour l'installation d'un autotransformateur, donc là, en complément de la convention de mise à disposition d'une partie du terrain de la fraternité pour l'installation du poste. Une convention de servitude est proposée afin de reconnaître les droits d'Enedis sur un terrain de 25 m² qui reste la propriété de la commune. Pareil, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude avec Enedis pour l'installation de ce transformateur et d'autoriser le maire à signer tous les documents et actes s'y rapportant. Des questions? C'est la suite. C'est la suite de la précédente. Qui est pour, qui est contre? Voté à l'unanimité. Donc la délibération numéro 8, c'est la délibération attachant le risque prévoyant des agents à la convention de participation conclue par le CDG 90. Donc là, vous avez tous vu le dossier. En réalité, cette participation à la prévoyance, elle va être obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Donc là, il y a eu un marché qui a été passé avec le CDG, qui a discuté et qui a pris le dossier de l'IPSEC, qui est la Caisse des dépôts. Voilà. Donc la convention de participation, on le verra, au taux de 1,53 du brut de l'agent pour une garantie à 90% de rémunération lorsque et uniquement lorsque la loi réduit tout ou partie de son traitement, régime indemnitaire compris. Donc les agents, on le verra tout à l'heure, je vous montrerai, les agents peuvent souscrire certaines options, 95 ou 100%, voilà, et ces choix sont en revanche à la seule charge de l'agent. La seule obligation au niveau des communes, c'est de prendre un minimum de 7 € au niveau de la participation. Et la participation, elle doit être, la participation minimale, elle est de 50% de la cotisation individuelle de chaque agent, pour le minimum qui est prévu, soit 90% au niveau des deux conditions. Donc là, c'est un accord qui a reçu une déclinaison locale, négociée avec les organisations syndicales représentatives du département sur le fondement de l'article. Je vous le passe. Compte tenu de l'unanimité dans laquelle l'accord national du 11 juillet 2023 a été obtenu, il ne fait aucun doute que le gouvernement le transformera dans les mois qui viennent en loi ou décret rendant l'adhésion à la convention de participation inévitable et les communes et établissements n'ayant pas la taille critique pour négocier un accord elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a accepté, nous, d'être effectivement de partir avec le CDG plutôt que de partir sur une labellisation quelconque au niveau d'un prestataire. Au vu du minimum de représentation fixé, de participation fixée à 50% de la cotisation individuelle, ça va représenter pour la commune quand même une somme de 8 500 € pour l'année, soit 710 € mensuels. À noter que le centre de gestion a saisi le comité social territorial pour disposer d'un avis favorable pour tous les affiliés qui décideront de se rattacher à la convention de participation. Donc il est bien évident qu'elle devient obligatoire, donc il n'y aura plus de choix au niveau des salariés en ce qui concerne la prévoyance.
ils seront obligés de prendre celle qui a été conclue avec le conseil, le centre de gestion. Donc vous avez une petite explication ici. Donc là, on se retrouve avec la cotisation qui est obligatoire, donc c'est le socle de base qui représente 1,53, et on a la capacité de travail et l'invalidité à 90%. Le salarié a le choix de prendre des garanties facultatives complémentaires en ce qui concerne l'incapacité 95 ou 100%, l'indemnité temporaire 95 ou 100%, le décès ou la rente éducation et les pertes de retraite. Donc à chaque fois, c'est des cotisations complémentaires qui viennent s'ajouter. La commune, elle, ne participe pas aux cotisations complémentaires, donc nous, on sera basé sur les 1,53 qui sont obligatoires. En sachant que dès 2026, on va avoir le même pour la santé, la même obligation. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, de la fonction publique, l'accord national, l'accord collectif, voilà, la convention de participation conclue par le centre de gestion, l'avis favorable rendu par le comité social territorial, il vous est demandé de décider d'instaurer au 1er janvier 2025 la participation au financement des contrats et règlements souscrits par les agents de la collectivité dans le cadre de la convention de participation conclue par le centre de gestion de Belfort pour le risque de prévoyance, selon les conditions reprises ci-dessous. Donc de fixer sa participation à 50%, donc là je vous rappelle les montants, 710 € mensuels pour les agents, de décider d'inscrire au budget les crédits nécessaires à son paiement et de m'autoriser à signer tout document en découlant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là au début on avait le choix, quand le CDG a commencé à travailler, on avait le choix entre l'option CDG et éventuellement une labellisation. Visiblement, tous ceux qui passeront par le CDG ont rendu obligatoire l'adhésion de la totalité des salariés. Donc ça évitera aussi des discussions. Normalement, si un agent il a un contrat labellisé, il n'est pas obligé de rentrer dans le contrat. Et je ne suis pas sûr qu'à partir du moment où nous on ne signe pas, il y a une obligation de prendre celui du CDG, je ne suis pas persuadé que nous serons dans ce cas-là dans le titre de la participation à 50%. Je n'ai pas écouté. Bon. On vérifiera à savoir s'il y a des contraintes dans les labellisations. Les contractuels sont concernés également. Oui. C'est noté. Que... Merci. Les contractuels, oui, ils sont... Non, monsieur Réto s'inquiète de savoir si le contrat avec le CDG est obligatoire dans le cadre de salariés qui auraient déjà un contrat labellisé. Oui. Les salariés qui ont déjà un contrat labellisé doivent résilier leur contrat et adhérer à ce contrat du centre de gestion. Il est obligatoire pour tous. Ou alors ça veut dire que la participation des 50% n'est pas attribuée, c'est ça? Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir autre chose que la convention du centre de gestion. Tout le monde est obligé d'y être. Voilà, c'est ça. Les papiers d'entreprise sont obligés. On ne peut pas en avoir deux en même temps. En tous les cas, la commune participera que sur celle sur celle du centre de CDG, gestion et dans le cadre de la validité, avec un 53. Après, s'il y a d'autres complémentaires, parce que là vous avez vu qu'on était dans le minimum, si les gens choisissent d'autres garanties, des garanties optionnelles, il n'y a rien qui les empêche d'être ailleurs à partir du moment où la commune ne participe pas. Ça, c'est le problème individuel des salariés. Et notamment pour les retraites, vous l'avez vu tout à l'heure, la retraite ou éventuellement une invalidité complémentaire. Mais la commune n'est concernée que par la base qui a été liée aux 90% de l'indemnité temporaire et de la validité. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 90. Donc là, on avait déjà voté pour l'adhésion à ce contrat de médecine professionnelle et préventive. Ils en ont changé quelques paragraphes, notamment à l'article 5.4 pour la nouvelle activité. Donc je pense qu'il y a eu des demandes qui se sont traduites au niveau des collectivités pour avoir des prestations complémentaires. Donc là, on va les voir. En réalité, les prestations, vous avez eu dans vos pièces jointes l'article 5.4 avec les activités particulières à la demande de l'adhérent. Et en ce qui concerne le coût des services, ils ont été modifiés pour la surveillance médicale des agents, l'action en milieu professionnel, la visite collective des saisonniers, donc c'est des séances collectives qui sont payées,
et l'activité particulière à la demande de l'adhérent. Donc là, ça se fera sur devis. Donc bien sûr, si la commune refuse, ça veut dire qu'on sort carrément du service de médecine professionnelle et préventive. Donc comme ça, ils se sont couverts, il vous est recommandé d'accepter cet avenant. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas de prestations complémentaires, on restera dans les 80 € et les 40 € tels qu'ils ont été définis dans les documents que vous avez eus. Dès qu'il y a des demandes complémentaires, ils ont précisé qu'il allait y avoir des devis qui allaient être faits et des possibilités supplémentaires qui seront effectivement aussi exécutées sur devis et souvent en fonction des personnes participantes. Donc il est demandé au conseil municipal de décider d'approuver l'avenant à la convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion du territoire de Belfort et de m'autoriser à le signer tel que présenté. Donc tant qu'on ne demande rien, on ne paye rien. Et pour le reste, à chaque fois qu'il y aura une action de prévention quelconque, on se retrouvera à être obligé d'avoir des facturations complémentaires. En sachant bien sûr que les prestations, elles peuvent être modifiées sur simple décision du conseil d'administration et du CDG, en termes des coûts. Donc ils n'auront pas besoin de passer une délibération, puisqu'ils ont sorti les coûts de l'avenant. Ils ont juste fait un tableau complémentaire. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Avenant à la convention de partenariat entre la commune d'Essert et le conseil départemental pour le fonctionnement de la médiathèque municipale. Le département du territoire de Belfort présente un avenant à la convention de partenariat concernant la médiathèque municipale pour une durée de 1 an. Pour une durée de 1 an. Donc c'est juste un renouvellement de la convention qui existait déjà depuis 2001 et qui définit donc les obligations et engagements du département par le biais de sa médiathèque départementale et de la médiathèque municipale afin de garantir le développement, le bon fonctionnement et l'accès à la dite médiathèque municipale à tous sans discrimination aucune. L'avenant est annexé donc à la présente délibération et il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la convention de partenariat présentée en annexe. Donc c'est pour toutes les actions qu'on mène en partenariat avec la médiathèque départementale, dont le mois du film documentaire dont je parlerai tout à l'heure, puisqu'il y a une délibération qui suit concernant cette projection. Continue. C'est moi qui fais. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Délibération suivante qui concerne cette fois la 25e édition du mois du film documentaire. Donc la convention a pour objet de définir les modalités de l'organisation conjointe par le département et la commune de la projection. Alors là, il y a une petite erreur, ce n'est pas Fleur du Bitume, c'est Himalaya, la marche au-dessus. Voilà. Donc c'est un très beau documentaire sur une expédition à travers l'Himalaya et on aura la chance d'accueillir le réalisateur. Et donc cette projection aura lieu donc, le mercredi 6 novembre à 20h. Et la commune met à disposition du département la salle du logis d'amitié afin de permettre le déroulement du spectacle. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention susvisée et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Non, il n'y a pas de vote là. C'est pas trouvé. Si, il faut quand même. Pardon. Bon, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Alors, délibération 240912, c'est la convention de service relative au service extranet de consultation des ressources pour la prestation de services uniques avec la MSA. C'est la mutualité sociale agricole. La prestation de service unique, c'est la PSU, c'est l'argent qu'on reçoit de la CAF quand on a un enfant qui vient s'inscrire à la crèche.
il y a une participation CAF, une participation famille et une participation commune. Donc là, on demande en fait au conseil municipal et donc on veut permettre au multi-accueil Les Petites Rognons d'avoir accès aux ressources et à la situation familiale des allocataires dont leur enfant fréquente la structure. Et on n'a pas d'accord avec la MSA pour le moment. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention susvisée et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Qui est contre? Des questions? Oui, des questions. Donc en réalité, on a simplement un enfant qui dépend de la MSA et on n'a pas de convention avec eux pour savoir dans quelle catégorie il est traité. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors là, on s'attaque à un gros truc. Donc c'est la délibération à 240913 qui concerne l'attribution d'une subvention. Donc vous savez que l'association de la prévention routière mène des actions avec les écoles, en particulier avec les classes primaires de CM2. Et ça leur permet donc à ces élèves de valider l'attestation de première éducation à la route, la PER. Et pour ce faire, il faut effectivement abonder avec une subvention qui est de l'ordre de 150, enfin qui est de 150 €. Donc il vous est demandé d'attribuer la subvention mentionnée ci-dessus. Je rappelle que en fait cette subvention, effectivement c'est une subvention, mais elle est prise sur le montant du budget alloué aux écoles. Les écoles ont un budget alloué pour les activités et ces 150 € est ponctionné sur ce budget. Enfin, c'est pas la même ligne, mais voilà, en gros, on déduit 150 €. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vais pas lui abstenir. 150 €. Ah bah quand même. Donc là, on est arrivé à la fin des délibérations et là, on va attaquer un morceau un peu conséquent aussi dans les informations. J'avais juste une question. En quoi, du coup, il y a besoin de faire une délibération pour ça? Parce qu'on est obligé de leur verser, les 150 € directement depuis la commune. Et pourquoi il n'y a pas C'est une association, c'est la commune qui fait, mais ce sera inclus dans les budgets activités des écoles. Voilà, au même titre que la piscine, la patinoire. Et à chaque fois qu'une association intervient dans une école primaire pour sécurité Ça dépend, mais visiblement là, ça a été une activité qui a été choisie. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas Cousteau? Ça m'a pas demandé. Cousteau n'a pas demandé, et je crois que Cousteau a envie. Ah, mais je crois que c'est tous les CM2, moi il me semblait que c'était. Mais Cousteau voulait faire. Cousteau, effectivement, veut faire une activité, mais avec un autre prestataire. Ça veut savoir rouler à vélo, donc ils veulent pas. Oui, peut-être. Donc c'est en réflexion. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et donc il faudrait faire une délibération. Si pareil. l'association demande une subvention, il faut qu'on passe une C'est délibération. le budget communal qui paye, c'est pas le budget Voilà. des écoles. D'accord. Ouais. Ok. D'autres questions? Donc là, on a le président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, M. Damien Meslot, qui a entamé une série de rencontres avec les membres des différents conseils municipaux du Grand Belfort. Si je ne me trompe pas, il a déjà dû passer chez vous. Voilà. Donc pour SR, cette rencontre est programmée le 3 octobre à 18 h en salle du conseil. Et il m'a été demandé, de pouvoir répondre au mieux aux attentes. Il nous a demandé de bien vouloir communiquer les questions pour préparer cette réunion. Surtout si vous avez des questions qui sont éventuellement un peu pointues ou qui nécessitent une petite préparation. Donc vous avez un certain nombre de dossiers qui peuvent être évoqués. On a la SPA qui va déménager, le profil, le bilan économique du Grand Belfort. Donc si vous avez des questions, vous les communiquez, on les transmettra de telle façon à ce que les dossiers puissent être traités au mieux. Donc le 3 octobre à 18 h en salle du conseil. Ce n'est pas une séance publique, c'est uniquement les conseillers municipaux qui discuteront avec M. Meslot. Je pense que c'était pareil chez vous, c'était pas public non plus. Les travaux.
Donc, quelques informations concernant les travaux. Depuis le début de l'année, on a eu de nombreux chantiers de réparation au niveau de la voirie, donc des raponces qui ont été posées par en entreprise CAL. Je veux dire que les intempéries cette année ont quelque peu malmené nos rues et nos chemins. L'entreprise CAL est déjà intervenue, entre autres, rue Jean-Lot, rue Arcimboldo, rue des Écoles, rue des Champs, chemin du Tremblay, rue de Badinamuc, et je crois que j'en oublie encore. Et il y a encore quelques travaux qui seront effectués d'ici la fin octobre. Notamment, il y a de nouveau le trou en formation vers le Super U, dans le rond-point. Et la rue du Port, mais ça c'est une rue communautaire, donc c'est déjà transmis. Toujours au rayon de la voirie, certaines rues, vous avez peut-être pu le voir, il y a certaines rues qui ont déjà, le marquage au sol a déjà été refait par l'entreprise Signature. Vu le temps qu'on rencontre actuellement, les intempéries, enfin l'humidité ambiante, donc le chantier a pris quelque peu de retard, donc il devrait normalement devait se terminer fin septembre, mais là, je pense que ça va être reporté de quelques jours, voire même quelques semaines. Il reste entre autres la rue Neuilly-aux-Aires à faire et quelques passages et toute la RD 19, la piste cyclable. Mais ce sera un travail de nuit là-bas. Le nid de poule au niveau du rond-point. Il revient. Oui, je me suis pris ce soir. Il veut pas. Donc je sais. Voilà. Ensuite, toujours au niveau des travaux sur la voirie, la dernière frange de rénovation de l'éclairage au niveau du rond-point du Super U va débuter normalement, si le temps le permet, première semaine du mois d'octobre. Et deuxième au mois de novembre, dans le même secteur, il y a Grand Belfort qui va faire les travaux sur la station de refoulement vers le Super U. Des travaux, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, durant l'été, avec le marteau-piqueur, le bris de roche. Donc voilà, donc les travaux vont continuer. Ils utiliseront une autre technique. Ils vont travailler en journée, parce qu'il faut quand même qu'ils descendent à 4 mètres sous le niveau. C'est ça. Ensuite, concernant les autres travaux, il y a les travaux de sécurisation de la rue André Vinet qui viennent d'être attribués à l'entreprise Eurovia pour un montant de 34 154 €. Pour rappel, l'estimatif établi par VEJ se situe à 35 880 €. On est légèrement en dessous de l'estimation, le coût final des travaux. Il y avait 3 entreprises qui avaient été consultées, il n'y en a que 2 qui ont répondu. Il y en a une qui était au-dessus de l'estimatif et l'autre n'a pas répondu. Donc ça c'est pour la voirie. Ensuite au niveau des bâtiments, le chantier, je ne sais pas, pour ceux qui passent à l'école, le chantier de la rénovation de la toiture du centre, de la crèche s'est terminé la semaine dernière, donc il y a eu une réception de chantier. Normalement, ils sont au sec maintenant. Il y a beaucoup de choses. Concernant la courette qui est à l'extérieur de la crèche, donc on a entamé les travaux un peu avant la rentrée scolaire. Et normalement, d'après ce qu'on m'a dit, ça devrait être achevé vers le 15 octobre. Ensuite, autres travaux de l'été, c'était le sous-sol de la mairie. On a eu un problème avec la porte de garage. Le moteur avait lâché, et le moteur introuvable à retrouver. Donc on a changé la porte. Et là, il y a 2-3 bricoles encore à modifier, mais elle fonctionne. Enfin. La boucle fonctionne. Non, la boucle fonctionne pas. Il manque le module. Mais c'est en cours. Et enfin, ce matin, on a débuté les travaux de réfection de l'éclairage dans la mairie. Donc, on remplace tout l'éclairage par l'éclairage LED. Ils ont commencé ce matin, la salle de conseil n'a pas encore été attaquée. Vous pouvez regarder.
Donc voilà tout ce qui concerne, les travaux de voirie et le bâtiment actuellement. Vous avez des questions? C'est le moment. Pas de questions? Un petit compte rendu des manifestations qui ont eu lieu sur SR depuis notre dernière rencontre. Alors, en termes de manifestations, donc on va un petit peu regarder dans le rétroviseur. Donc cet été, vous n'ignorez pas, enfin du moins je l'espère, qu'il y a eu les petits jeudis qui ont pu démarrer le 11 juillet et qui ont eu lieu sur 7 jeudis consécutifs. On a réussi à tous les faire malgré une occurrence où on a eu on va dire un mauvais temps qui pointait au-dessus de notre nez. Donc on avait fait une version un petit peu différente où on avait fait jouer le groupe dans la salle du conseil. Mais autrement, on a pu tous les faire en extérieur comme prévu. Et je crois que c'est un franc succès qui s'ancre dans le paysage terrifortain, puisque à peu près, on va dire, entre 300 et 600 participants viennent régulièrement chaque jeudi. Donc une grosse manifestation pour la commune et un bon écho local. Je tiens à remercier les bénévoles qui s'investissent dans cette histoire, parce que effectivement sans leur travail on ne pourrait pas du tout mettre en place cet événement. Ensuite on a eu les puces, donc les puces qui ont été reprises cette année par le foot, qui a assuré la coordination d'ensemble et l'organisation générale des puces. Nous, comité des fêtes, on avait la partie restauration buvette au niveau de Tazief. Et là aussi, les échos que j'ai eus de côté puce, c'est qu'il y avait à peu près 150 emplacements qui ont été vendus. Malheureusement, on n'a pas eu de bol avec le temps était vraiment moyen, ce qui fait que globalement, notre restauration, elle a été correcte, mais sans éclat. Côté buvette, ça n'a pas été du tout bon. On peut même dire que ça a été un peu vraiment à niveau bas. Mais voilà, ça s'est fait. Et puis ceux qui ont l'habitude de venir, j'espère qu'ils y ont trouvé leur compte. Et puis ça a permis au foot de faire son galop d'essai sur le truc. Donc je crois que c'est bien que la pérennité de l'événement soit assurée. Week-end dernier, on a fait les Jeunes Essertoises, donc c'était samedi. Alors là, contrairement aux puces, on a eu un temps super, donc on a pu déployer tout ce qu'on avait prévu. On avait basé le thème des Jeunes Essertoises sur les Olympiades. Donc du coup, on avait mis du handi-basket en salle Stromboli. On avait le badminton qui tenait un stand. On a eu le hockey de Belfort qui est venu aussi. Et puis, on avait sorti quelques jeux baby-foot et autres. Donc, je crois qu'on a eu de la chance avec le temps et on a eu une belle fréquentation. Là encore, beaucoup de bénévoles qui ont donné la main, donc merci à eux, merci à elles. C'était vraiment une belle après-midi pour les gosses et je crois que cet événement, il existe depuis longtemps, puis il va continuer à exister en 2025 et plus loin, j'espère. Maintenant, et en participant, tu sais? Alors là, on a eu combien de médailles, Hélène, qu'on a remises? Un peu plus de 150. 150 médailles, voilà. Et par rapport au, tu sais, alors je suis pas sûr que tous les gosses soient venus chercher leurs médailles, mais... Non, et puis... mais les cartons. Ouais. Par contre, on a donné une médaille par enfant qui revenait avec son carton, mais certains gamins ont repris un deuxième carton derrière, donc ça, on n'a pas remis une médaille derrière, donc je pense qu'on peut tabler, oui, entre 150 et 200 enfants qui ont participé... à l'après-midi, quoi. Bon, sur 350 enfants dans les écoles, hein, c'est ça? Oui, 300, donc c'est pas si mal que ça. Hein, donc,
On peut être content de l'événement, je crois. Voilà. Et puis, donc, si on regarde maintenant devant nous, alors ce qui nous arrive là, c'est dans 10 jours, donc on ouvre les festivités des Serres en Rose avec 2 événements, dont un qui est organisé par le foyer, donc un repas dansant, et tout ça, ça se passe le même jour, hein, c'est-à-dire le dimanche 6 octobre. Donc le foyer organise un repas dansant, et je pense qu'ils vont faire le plein, comme ils le font d'habitude. Et avec Place, on organise donc un gros événement sur le stade de foot. Ça va commencer à 10h le matin, avec ceux qui voudront venir. Place, c'est la pétanque. Ceux qui voudront venir s'inscrire au tournoi de pétanque qui aura lieu toute la journée, tout au long de la journée. À 11h du matin, il y aura le professeur Gay qui était venu l'année dernière, qui fait une conférence sur son activité. Donc Madame Gay, c'est le cancer du sein, elle est pro et spécialiste sur Belfort. Donc elle viendra faire une conférence. Il y aura de la restauration sur place pour le midi et pour l'après-midi aussi également. Ensuite, il y aura une marche populaire qui partira vers 14h30 du stade pour aller au fort, avec une visite du fort pour ceux qui seront dans cette marche populaire. Il y aura les Wallisiens qui feront des spectacles de danse tout au long de la journée. Il y aura un DJ qui animera tout au long de la journée. Et on terminera la journée par un concert d'un duo qui va faire, on va dire, entre 18h et 19h30 pour clôturer cette journée. Alors évidemment, tous les bénéfices de cet événement, iront à une association locale en direction de la lutte contre le cancer. Et puis le foyer, eux, ils ont demandé 1 euro de plus sur le repas, qui reverseront également. Après, on aura d'autres moyens de collecter des fonds, on mettra des chapeaux, enfin des choses comme ça pour que les gens puissent donner un peu d'argent pour ces bonnes causes. Donc ça, c'est début octobre. Ensuite, on s'achemine vers le marché de la Saint-Nicolas le 6 décembre. Voilà. Donc encore une année bien remplie côté manifestation. On peut l'applaudir, je crois. Merci. Bon, et les informations suivantes, donc la GBCA, on a eu le bureau communautaire, ils sont en train de créer des groupements de commandes, donc fourniture et pose et maintenance de vidéoprotection, commande de matériel informatique, vérification périodique, maintenance réglementaire et dépannage, donc c'est tout ce qui concerne l'électricité, le gaz et éventuellement tout ce qui est réglementaire et vérification. Et en plus, il se propose de faire un groupement de commandes pour les prestations de topographie pour les communes qui le souhaiteraient. Donc là, il faudra que ce soit présenté au conseil communautaire, mais là, pour le moment, c'est la proposition qui a été faite au niveau du bureau communautaire. En ce qui concerne les bilans d'activité, on vous en a déjà communiqué. Un, c'est celui de Serfried. Il y a 2 bureaux qui devraient être validés en ce qui concerne le conseil communautaire. C'est la prévention et valorisation des déchets par le GBCA, le bilan d'activité du SNTC et la sécurité et prévention de la délinquance. Donc dès que ce sera validé par le bureau communautaire, je vous transmettrai à tout le monde les éléments, de façon à ce que vous puissiez suivre l'actualité. Le CERTRID, juste une petite précision. Donc le CERTRID, vous savez que c'est l'usine d'incinération. Donc il y a 3 entités qui y participent, 123 communes. Ça représente 166 000 habitants. Elle est constituée de 2 fours, 2 chaudières, un turbo-alternateur. Donc vous voyez qu'ici, on a un fonctionnement qui est quand même particulièrement intéressant, que ce soit le four 1 ou le four 2. Le taux de fonctionnement est de 83% sur un, 91% sur le deuxième. L'alternateur a fonctionné pendant 6342 heures et la turbine pendant 72% de l'année. Il consomme, donc là vous l'avez, c'est un résumé de ce que vous avez reçu, des réactifs, pour notamment le traitement de tout ce qui est gaz et métaux lourds, l'eau qui est utilisée pour le traitement des fumées, et puis le fioul pour faire fonctionner les brûleurs d'appoint, puisque vous savez que pour brûler, ils sont obligés de maintenir ou de monter en température à 850 degrés. Donc
là, si j'ai souhaité en parler, c'est parce que là, on est en train, sur le Grand Belfort, de parler du réseau de chaleur. Donc vous savez qu'il a la compétence, on a un certain nombre de communes à avoir accepté ce transfert de compétences. Il va y avoir un réseau important, puisque ce réseau de chaleur qui est prévu pour partir de la chaufferie va représenter un budget de 100 millions d'euros. Donc pour traiter la totalité, puisqu'ils en sont à 1 million de kilomètres. Ne serait-ce que pour amener le réseau de chaleur. Et vous allez avoir, donc là on se retrouve avec les réseaux de chaleur urbains, mais SR, ça ne concerne que les chauffages collectifs ou tertiaires, donc on n'a pas suffisamment de chauffage de bâtiments pour utiliser ou pour que ce soit rentable. Donc sur SR, ça ne passera pas. Et vous avez les dispositifs qui vont être mis en place. Donc là, le deuxième scénario, vous allez avoir non seulement le dispositif qui va récupérer la chaleur au niveau de l'usine d'incinération, mais ils vont être obligés d'avoir une chauffage biomasse, une chaufferie d'appoint au gaz au cas où il n'y a pas assez de déchets à brûler pendant la période d'hiver. Donc là, vous avez eu le bilan du CERFID. Ils ont brûlé l'année dernière, ils ont eu 84 000 tonnes de déchets. Ils considèrent qu'avec les trois entités, en réalité, ça représente grosso modo 40%, donc on est à 35 à 40 000 tonnes. Et pour faire tourner la chaufferie, donc pour que le réseau de chaleur soit effectivement utilisable, il faut 55 000 tonnes. Donc ils sont obligés de chercher des déchets à brûler sur les extérieurs. Donc vous avez tous les résumés qui vous sont donnés dans le schéma du CERFID. Et puis un petit focus justement sur cette nouvelle initiative. Donc le CERFID ne sera responsable que de l'incinérateur et de la production électrique. Donc bien sûr, pendant l'été, à partir du moment où il y a l'utilisation de la chaleur, il n'y a plus de production d'électricité. Donc il y a une perte électrique, mais un gain dans la production de chaleur. Tout le reste, ce sera de la délégation. Donc toutes les chaufferies, elles vont aller sur l'Alstom, elles vont aller sur les glacis, puisqu'il y a déjà une chaufferie annexe qui va servir en complément, plus des chaufferies, des biomasses et des chaufferies au gaz. Voilà, donc là vous relirez ça. S'il y a d'autres questions ou si vous avez envie d'avoir une présentation, on peut parfaitement demander au CERFID de venir nous faire un petit exposé sur la commune. Oui. Sans exposé complémentaire, mais j'ai pas trop suivi le dossier concernant les incinérateurs sur Montbéliard. On ne récupérera pas les déchets de toute façon. Alors en réalité, Montbéliard, ils avaient déjà un réseau de chaleur. Le Grand Belfort leur a proposé de s'associer pour utiliser le four du CERFID pour le réseau de chaleur. Montbéliard, PMA, a décidé de réparer sa propre chaudière, sa propre usine d'incinération et de conserver son circuit tout seul. Donc je pense qu'entre Grand Belfort et PMA, les relations sont un petit peu difficiles, que ce soit pour le transfert du FC Sochaux qui pour finir ne s'est pas fait parce que c'était les Chinois qui voulaient le faire, ou même pour le réseau de la mobilité urbaine où ils n'arrivent pas à s'entendre entre le SMTC et PMA. Donc ça veut dire qu'ils changent de réseau quand ils passent de Belfort à Montbéliard. Mais on n'est pas responsable du problème. Mais je pense que c'est un petit peu difficile les relations entre les deux. Donc PMA garde son usine d'incinération et va la rénover. Vous avez vu d'ailleurs sur le journal que ça avait créé quelques tensions avec la préfecture, puisqu'ils ont pensé à un moment donné que le marché n'était pas vraiment adapté à la situation. Mais pour le moment, en tous les cas, les deux entités restent séparées. Nous, le CERFID part sur Belfort et PMA gardera son unité. On va un petit peu parler de l'école maintenant. Donc là, on a la rentrée scolaire. T'en dis un petit mot? Non, c'est bon avec ce qu'on a vu tout à l'heure? Oui, écoutez, au niveau de la rentrée scolaire, on peut donc dire qu'on a quand même une baisse des effectifs. Depuis, par rapport à nos prévisions du mois de juin, on a donc effectivement une baisse des effectifs, notamment sur l'école Tasief. Voilà. On a en fait, concernant les prévisions pour l'année prochaine, on a quand même une inquiétude pour la maternelle Cousteau avec un risque de fermeture. De classe, oui, de fermeture d'une classe, oui, tout à fait. Et puis à Tasief, c'est aussi, voilà, ça va être compliqué cette année, donc on attend de voir les flux. Mais c'est vrai qu'on s'attend l'année prochaine à une fermeture de classe, sinon la rentrée scolaire
c'est bien passé, il n'y a pas eu pas de soucis, donc voilà. Sauf qu'on a eu un peu de vandalisme sur un des bâtiments, sur la primaire Cousteau, qui a une porte qui a été forcée. Voilà. À la rentrée. Il y a un certain nombre d'entre vous ont suivi aussi l'actualité de la commune avec leur rénovation, puisqu'il y a eu une présentation par le cabinet itinéraire architecte des différents éléments. Donc là, on va essayer d'en faire un résumé et puis lancer un petit peu la discussion, parce que vous avez vu que là, on n'est pas dans on est au mieux dans le maintien des effectifs, même si on a une commune qui est relativement dynamique avec les écoles où la perte d'effectifs n'est pas extraordinaire, mais on a au mieux un maintien des effectifs. Et là, on entre dans le cadre d'une réhabilitation un peu complexe du site Cousteau. On a quand même on a une perte d'effectifs. En 4 ans, on a perdu 30 enfants quand même. Et les perspectives d'Azen nous prévoient encore une perte d'une vingtaine d'enfants d'ici 2026. C'est plutôt... voilà. Ça fait une classe. Oui, j'aurais eu aussi une question concernant la maison de l'enfance pour les enfants de 0 à 6 ans qui doit s'installer sur la commune d'Essert, oui. Dans la ZAC du Port. Est-ce que début des travaux prévus en 2026. Donc ça va se faire, donc c'est des oui, enfants on vient de signer les documents. D'accord. Donc c'est des enfants qui vont être scolarisés à Essert. En principe, oui. 3-6 ans. Oui, voilà. En principe. Donc là, la présentation qui a eu lieu par Itinéraire Architecte, qui nous ont présenté la totalité du site Cousteau. Vous avez ici la représentation avec le périscolaire qui date des années 90, l'élémentaire Cousteau 1976, le bâtiment des 2 classes de 1960 et la maternelle Cousteau avec les gradins de 1976 également. Donc le problème là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec un gros problème d'accessibilité. Donc là, on va détailler rapidement les 4 bâtiments tels qu'ils ont été présentés par Itinéraire Architecte. Vous avez ici l'école maternelle. Donc le seul avantage de l'école maternelle, c'est qu'on a une accessibilité, c'est-à-dire des pentes moyennes qui sont inférieures à 5% en arrivant par l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, on a 4 niveaux de classe, ou 4 niveaux de travail. On a la sieste, les petits en bas, on a le niveau de service ménage juste au-dessus, on a le niveau de la directrice et des sanitaires, et après on a deux classes supplémentaires. Visiblement, compte tenu de l'accessibilité, le cabinet d'architectes, eux, propose sur cette école une rénovation des bâtiments. Donc vous avez l'école à gauche telle qu'elle est à l'heure actuelle. Ce qu'ils proposent au niveau de l'itinéraire architecte, c'est des adjonctions de bâtiments de telle façon à ce que, les classes soient un peu plus grandes, c'est ce qui était demandé par les enseignants, et qu'en plus au niveau de la direction, ils se retrouveraient avec un élément un peu plus grand et des sanitaires individuels par classe. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait faisable, et vous constatez qu'on a, en ce qui concerne le différentiel de niveau, entre les 3 classes, entre la classe la plus basse et la classe la plus haute, on est près d'1,20 m de décalage. Mais on a un accès par l'extérieur qui nous permet d'avoir de l'accessibilité sur la totalité des classes, mais pas par l'intérieur. Donc la rénovation du bâtiment semblerait plutôt, le cabinet d'architecte serait plutôt favorable à la rénovation du bâtiment. Le deuxième bâtiment qu'on a, c'est le bâtiment de 1960. Donc là, on a une accessibilité qui ne pose pas de problème quand les gens sont sur le plateau. Vous voyez qu'on a une différence très peu importante entre les classes et le niveau de la terrasse. On a 2 classes qui font grosso modo pas loin de 60 mètres carrés, plus un préau sur ce secteur-là, avec le secteur chaufferie. Là où on a un souci, c'est le secteur sanitaire sur ce bâtiment-là. Plus la petite classe qui a été refaite et qui est en bas à droite. Le centre de loisirs, donc là ils ont prévu, le cabinet d'architectes s'est lancé dans une restructuration du centre de loisirs et du multi-accueil. Donc le multi-accueil, le gros problème qu'on a, c'est l'accessibilité, puisqu'on se retrouve là pour arriver au multi-accueil avec des pentes entre 11 et 16%. Donc depuis la rue Pergaud. Donc l'idée de déplacer le multi-accueil, apparemment, ils ont trouvé ça très bien. Si ce n'est que prévoit en plus une modification du bâtiment, mais quand on va voir les prix, je pense qu'on va attendre un petit peu. Mais on en rediscutera.
Là où on a un gros problème, c'est sur la primaire Cousteau. La primaire Cousteau, vous voyez qu'on a un bâtiment qui est du même type que celui de la maternelle, sauf qu'on a un différentiel de nouveau de près d'1,80 m. Donc on a 5 niveaux différents entre les classes du bas, la mairie médiathèque et le salon le bureau de la directrice et les 2 autres classes, plus la restauration et les sanitaires. Donc on a 5 niveaux avec des pentes qui ne sont pas du tout adaptées, puisque vous savez que depuis la rue Pergaud, pour arriver sur les classes du haut, on est largement au-dessus des 5% dans le cheminement. Donc la proposition qui a été faite, et dont on pourra discuter, parce que là ça va faire partie d'une réflexion qui va être globale compte tenu des coûts, eux prévoient de carrément détruire l'élémentaire Cousteau et de faire une adjonction d'un bâtiment sur le bâtiment de 1960. Donc en termes de structure, il n'y a aucun des bâtiments qui pose de problème particulier, si ce n'est qu'ils sont beaucoup trop complexes pour permettre d'assurer une accessibilité partout. Donc ce qui est proposé, on l'a ici sur la totalité des bâtiments, sur la maternelle avec l'adjonction des trois toits et des bâtiments supplémentaires, et sur la primaire Cousteau avec l'adjonction sur le bâtiment de 1960. Ce qui propose d'adjoindre, c'est 3 classes, plus la salle de direction, un couloir entre les deux et un préau sur la partie ouest. Visiblement, pour ceux qui étaient là à la démonstration, il ne semble pas que les enseignants aient très apprécié cette proposition. Donc les classes qui sont refaites, elles font grosso modo, là elles paraissent pas très grandes, mais elles font quand même 60 mètres carrés, mais il y aurait effectivement 6 classes. Donc la discussion qui peut avoir lieu, c'est de savoir ce qui va se passer dans l'évolution de nos effectifs scolaires, puisque vous avez vu que là, on a une stabilité avec même une perte de classe. Pour le moment, on est à 4 classes dans le primaire, plus les 2 qui sont au-dessus, donc on est effectivement à 6 classes. On se retrouverait encore à 6 classes, en sachant que ce serait un bâtiment qui serait uniquement scolaire. Voilà. Et ça donnerait ça au final de la proposition d'itinéraire architecte, avec une place libre qui se retrouverait sur toute la partie primaire. Qui pourrait être bénéfique pour l'accessibilité, mais il ne semble pas que le ressenti des enseignants soit très favorable à cette espèce de couloir qui mettrait 3 classes avec une seule sortie. Et ça nous rapprocherait considérablement de la partie mur ici, où on aura un différentiel de 3 mètres, donc on n'aurait plus de cours devant, et le préau, lui, sur ce secteur-là, serait sur ce secteur ici. Puis on perd également dans ce projet-là la salle, le plateau qui est dédié actuellement à l'informatique. Donc, le plateau à l'informatique et la médiathèque. Oui, on n'a plus de médiathèque. Il n'y aurait plus de médiathèque non plus, sauf à avoir une perte d'une classe. Et ça voudrait dire que la médiathèque serait dans le même bâtiment que les scolaires. Voilà. Et la pouponnière? Hein? La pouponnière. Déménage. Déménage. Ouais, déménage. Vous avez mis un retour par rapport aux enseignants sur leurs besoins en fonction des classes? Le besoin au niveau des classes, ce que les enseignants ont besoin, c'est de classes qui sont un peu plus grandes avec du rangement. Donc un peu plus de place pour les élèves et du rangement pour le matériel. Pour le reste, en ce qui concerne les classes, l'accessibilité, pour eux, si on les écoute, ça ne les dérange pas plus que ça maintenant, si ce n'est qu'à partir du moment où on fait de la réhabilitation, on n'aura jamais de subvention sur des bâtiments qui ne sont pas accessibles. Voilà. Donc la réhabilitation, elle est mieux rémunérée qu'une nouvelle construction, si ce n'est qu'il faut qu'on soit aux normes. Et là, de toutes les façons, le seul bâtiment qu'on peut mettre aux normes, c'est le bâtiment de la maternelle, parce qu'on a un cheminement qui est à 5% par l'extérieur, mais pas par l'intérieur avec les marches. Par contre, en ce qui concerne la primaire, on se retrouve confronté à un problème de cheminement et d'accessibilité. Donc là, vous avez les coûts. Version démolition totale et reconstruction. Donc on casse tout et on refait une école. On démonte tout, donc si on casse la maternelle et qu'on en refait une nouvelle, il y en a pour 1,5 million hors taxe. Si on fait l'école élémentaire, si on démonte tout et qu'on refait une nouvelle école, il y en a pour 2,7 millions. Et si on fait la restauration, et le périscolaire, on est à 2,5 millions. Donc ça nous ferait 6,8 millions hors taxe.
hors installation provisoire. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire, pour la période des travaux, d'avoir des installations complémentaires qui permettront quand même de continuer à faire l'école. Et hors crèche. Et la crèche. Et la crèche, la discussion qui a eu lieu avec la Sécu, visiblement sur un bâtiment qui serait pas loin du million d'euros, on aurait à peu près 30%, 300 et quelques mille euros sur un nouveau bâtiment. Au début, quand on en avait discuté, on avait l'impression qu'ils allaient donner 80% du montant, mais c'était pas sur le bon projet. Donc on aurait 30%. Donc ça veut dire que la crèche, si on la déménage, il faut qu'on ait de la DETR en prix. Mais ça nous éviterait de restructurer complètement la restauration scolaire, puisque là, visiblement, vous avez vu, malgré la baisse des effectifs, surtout avec une restauration scolaire et un centre de loisirs qui commence à être en hausse. Donc ça veut dire que la nouvelle population, quand elle arrive sur SR, même si on a un maintien de la population avec les familles, on se retrouve souvent avec deux familles qui travaillent, deux parents qui travaillent. Donc ça veut dire que les services de restauration scolaire, on a une stabilité des effectifs, mais par contre, on a une augmentation des services. Si on part sur une rénovation, l'école maternelle c'est 1,1 million, donc grosso modo 400 000 euros de moins. Voilà, l'école élémentaire 2,2 millions et la restauration scolaire 2,235 millions. Donc ça nous ferait 5,6 millions sans compter les installations provisoires. Tout ça, c'est... Donc c'est quand même pas anodin en termes de visibilité. Sachant qu'il n'y en aurait presque pas d'installation provisoire. Pour la rénovation. L'installation provisoire, on va se retrouver, je ne sais pas comment ils ont combiné la construction du nouveau bâtiment avec le démontage. Ça veut dire que dans un cas comme celui-là, si on suit la prescription de l'architecte, ça veut dire que les deux classes qui sont à l'heure actuelle dans le bâtiment de 1960, ils ne pourront pas faire les travaux en même temps qu'ils font la classe. Et puis il y a le problème de l'accessibilité pour réaliser les travaux. Parce qu'en réalité, la seule accessibilité, elle ne peut pas se faire à moins de démonter tous les portails par la rue des écoles. Donc ça veut dire qu'ils passent devant l'école primaire pour arriver jusque sur le plateau. Parce que dans leur discours, ils disaient qu'ils démoliraient la partie élémentaire après les travaux d'extension. Oui, mais ça veut dire que les travaux vont avoir lieu en même temps que la construction. Donc ça veut dire que le périmètre d'intervention, il est quand même un petit peu compliqué. Et ça veut dire qu'on a au moins de toutes les façons des bâtiments scolaires d'attente pour les deux classes sur lesquelles ils vont travailler. Parce que là, vous avez vu que dans leurs propositions, ils supprimaient le couloir, donc ils augmentent le volume des classes, qui vont faire grosso modo pas loin de 70 mètres carrés les 3 classes du haut, voilà, qui sont tout à fait correctes, et les classes qui passent en 65 autant d'installations provisoires dans l'un ou dans l'autre. Eh bien, grosso modo, une installation provisoire, d'après les tarifs qu'ils nous ont donnés, c'est 2 500 € par mois pour une classe. Mais il y aurait 2 classes seulement à loger. C'est ça. Donc la projection des effectifs scolaires, elle est quand même relativement intéressante et la discussion doit avoir lieu. Il y a un autre problème dont on a à vous parler, parce que là, pour le moment, on n'est que sur le site Cousteau. Voilà. Sauf que quand on regarde bien le site Tasief, le bâtiment ne va pas tenir comme ça encore, même pas 10 ans. On a un rez-de-chaussée où la structure du rez-de-chaussée, les poutres dans le sous-sol sont complètement mortes, pourries. On a des escaliers en bois à l'intérieur, on n'a pas d'accessibilité, les WC sont au sous-sol. Là, durant l'été, on a eu de graves problèmes. Alors, juste avant la rentrée dans les WC, on a carrément des trous qui sont des trous dans les murs, tellement c'est pourri, tellement c'est humide. Donc il va falloir trouver une solution pour ça. Et pour clôturer le tout, on a la charpente qui n'est pas en meilleur état. La charpente, elle est complètement prise par les vers. Il fut un temps, on avait discuté, donc, une option est mise pour tout rapatrier. Justement, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on n'aura pas fini les travaux à Cousteau, qu'on aura le problème à résoudre ici. Et je pense, très franchement, ça va être compliqué de gérer ensuite dans la foulée une grosse rénovation de l'école Tasief. Ce ne sera pas, à mon avis, pratiquement impossible, parce que je ne pense pas que les finances vont suivre. En fait. Donc le problème est tout autre. Le problème est tout autre.
C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut tenir compte. Est-ce qu'il ne faut pas... Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un projet de regrouper les deux groupes scolaires. Est-ce que c'est pas au final la solution, parce que on n'aura peut-être pas forcément le choix non plus au niveau des... Enfin, ce bâtiment-là, je vous invite vraiment à aller le voir de l'intérieur. Le problème, c'est que ça ferait une école à 300 élèves, si on compte maternelle et élémentaire. Ça fait entre 13 et 15 classes. J'ai peur que ce soit vraiment une grosse usine, en fait. Et puis on aurait des parents qui arrivent le matin pour 300 enfants à l'école. Ça va être énorme. C'est bien le problème du cheminement, donc la décision qui va être prise, c'est le volume d'éléments de sur éventuellement un étage, savoir si la proposition qui a été faite d'avoir que 6 classes en disant que le jour où on a un problème à Tazief, on se retrouve confronté à un gros problème d'effectifs. Et puis là, sur Cousteau, le problème après, c'est la circulation. Parce que là, il faut être capable, là, quand on voit, ne serait-ce que pour accueillir les 120 enfants qui sont, 130 enfants qui sont en primaire, plus les 70 qui sont en maternelle, grosso 200 enfants, on a des voitures partout. Et donc là, ça devient un petit peu gratuitement. Ça se fait ailleurs. Il y a plein d'exemples sur le secteur où il y a des écoles primaires, maternelles plus primaires à plus de 300 élèves, dans des endroits parfois très urbains. Et ça fonctionne. Le problème après pour la commune, c'est que déplacer l'école, ça devient un petit peu compliqué, parce que là, il ne faut pas non plus que ce soit trop loin. Voilà. Moi, j'ai bien une idée, mais... C'est vrai. Je sais pas, on rase le super. Je sais pas, au moins 2 terrains de foot, il n'y a pas un truc à faire. En supprimer un. Et là, on va être accueilli à coup de fusil, je ne passe plus dans la rue des commandos. Hein. Et puis c'est une zone inondable. Voilà, c'est surpris. Et rapatrier le centre de loisirs ailleurs et mettre toute l'école là-bas. Le problème après, c'est que ça fait transformer complètement un bâtiment qui ne sera pas, quand on voit le problème de la salle, la proposition qui a été, la démonstration qui a été faite, on peut regarder si vous le voulez le bâtiment tel qu'il a été fait, mais on se retrouve avec une grosse salle commune, qui est les 3 pommes, hein, et puis après, en ce qui concerne la restauration scolaire, on se retrouve quand même relativement contraint. La restauration scolaire, les 2 salles de restauration scolaire, plus les sanitaires, plus la cuisine, ça tient sur un espace qui est quand même relativement limité par rapport au volume du bâtiment. Donc le transfert du multi-accueil, ça permettrait de libérer la totalité du bâtiment au-dessus, mais ça ne résout pas le problème scolaire. Puis transférer le centre de loisirs, le centre de loisirs, il doit être attenant à l'école. Parce qu'ensuite, ça pose le problème de transfert des enfants de l'école au centre de loisirs. Donc ça veut dire du personnel, ça veut dire un véhicule, ça veut dire un coût très important pour la commune. L'avantage en ayant ce site, c'est que tout est sur place. En tant que parent, c'est quand même plus pratique d'avoir un seul point pour récupérer ses enfants. La grosse problématique, elle est effectivement au niveau des flux. Les flux. C'est la gestion des flux. Oui, de toute façon. Non, mais c'est déjà à Cousteau, il y a le centre de loisirs et les écoles ici aussi. La seule problématique, effectivement, ce sont les flux. Ça fait 330 enfants et tous les parents qui arrivent au même moment et le soir. Déjà là, pour l'instant, c'est saturé. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui se travaille et ça a été étudié dans le passé. Donc peut-être reprendre le rapport. Dans le passé, je crois que refaire une seule école sur le site Cousteau, grosso modo, on est arrivé il y a 5 ans aux alentours de 7 millions hors taxes. À l'heure actuelle, la construction, ça correspond. Une réhabilitation comme celle qui est prévue, c'est entre 1700 et 1800 euros du mètre carré pour la réhabilitation. Si c'est de la construction, on passe à 3000 euros du mètre carré. Voilà. En sachant que là, si on y va pour 300 enfants, on se retrouve avec un bâtiment qui est relativement conséquent.
Mais ça résoudrait pas mal de choses, la restauration ensuite. Ça résoudrait pas mal de choses dans l'avenir. Non, parce que la restauration, il va falloir l'agrandir encore. Parce que si on absorbe les enfants qui sont ici, je pense qu'il faut reprendre le projet quand même qui avait été l'analyse qui avait été faite dans le passé. Après, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de voir pourquoi pas de repenser à un regroupement scolaire, hein, parce que ça gagnerait en espace et en coût surtout, c'est le sujet de la discussion. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est solliciter, parce que là vous savez que en ce qui concerne les bâtiments, non seulement on a eu un géomètre, mais on a eu une étude diagnostique sur le bâti et sur le thermique, donc on peut faire une étude de bâti sur Tazieff pour savoir un peu quelles vont être les contraintes au niveau du bâtiment. En sachant que si les contraintes bâtiment ne sont pas trop importantes, si on a juste un problème de sanitaire, on peut toujours faire une adjonction pour faire des sanitaires. Si c'est la totalité du bâtiment qui est à rénover, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un plancher qui tient la route et que la toiture est fichue, à un moment donné, il faudra qu'on prenne peut-être une autre décision que celle qu'on a imaginée maintenant dans le cadre de la rénovation du site Cousteau. Oui. Il est quand même paradoxal, excuse-moi. Non, mais vas-y. Il est quand même paradoxal de vouloir démolir une école de 1975. Certes, elle n'est pas très adaptée, mais elle fonctionne actuellement, par quelques fuites de toiture ou autre. Et de ne pas démolir un bâtiment Tazieff qui apparemment est pourri, voué à la démolition. Il n'est pas voué à la démolition à partir du moment où l'intérieur est faisable. Le seul problème après en termes d'école, ça veut dire que si on fait la totalité des soubassements des planchers et qu'on tire des dalles, c'est vrai que ce ne sera pas donné. Et le bâtiment de 76, le seul problème maintenant, c'est qu'on ne réussira pas, d'après l'architecte, à le réhabiliter avec les différences de niveau. En ayant 1,80 m à l'écart, et une accessibilité qui est limitée en ce qui concerne les classes, parce qu'ils ne peuvent pas passer de l'un à l'autre, on n'aura pas même de l'extérieur, on n'a pas l'accessibilité. À 2 mètres d'écart. Oui, mais en termes d'urgence, elle fonctionne cette école, même si elle n'est pas tout à fait aux normes, ou s'il y a des choses à faire. Elle fonctionne, alors que celle-ci, qui va donc s'écrouler, si j'ai bien compris. Elle ne s'écroule pas, elle est toujours debout. Il faut la foutre en l'air. On se met la question de la complémentarité des bâtiments. Exactement. Dans quelques années, il faudra repenser. Si ce n'est qu'on sait pertinemment que Cousteau, on ne pourra pas le garder tel qu'il est, parce qu'on ne pourra pas le réhabiliter, ou du moins on ne pourra pas le rendre fonctionnel avec les contraintes qu'on a maintenant. Ah, faire une école à 300 personnes ici, 300 gosses. Un regroupement scolaire, je pense qu'il faut quand même repenser la chose. Non, d'accord, mais est-ce qu'il y a la surface pour faire une grande école là? Non. Je crois pas. Tu le fais à étage. À étage. Mais si, à étage. Ici, non. Il n'y a pas à étage non plus. Tu parles de Cousteau? Ah non, de Cousteau, moi je parlais. De Cousteau, moi je parlais. Parce que des trucs Tazieff, c'est une chose, mais après il faut la salle paroissiale, je crois que la salle Saint-Paul, grosso modo, c'est 19. Donc le seul problème qu'on rencontre effectivement, c'est que c'est une localisation dont on ne peut pas se passer en termes de stationnement et en termes de flux des véhicules. Voilà. Le jour où, par exemple, l'association paroissiale décide de fermer et de mettre une barrière, on va être dans une merde innommable. Voilà. Et puis il n'y a pas plus de stationnement ici que... Ah ben il y a moins, c'est pas plus pratique ici compte tenu de l'enclavement. Et puis le stationnement ne va pas avoir lieu sur la RD 47, parce que de toutes les façons, ça va être infernal aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment il n'y a pas de solution? La seule solution, c'est effectivement la réhabilitation du site Cousteau, mais le problème après, c'est la valorisation des bâtiments. Et qu'est-ce qu'on fait sur Cousteau? Ça veut dire que l'école maternelle, pour le moment, la rénovation de l'école maternelle, avec la perte des effectifs, les 3 classes, ce serait suffisant pour basculer peut-être des éléments si la population n'augmente pas. Et puis ça veut dire que la réfection de Cousteau ou la réalisation d'un nouveau bâtiment, on ne peut peut-être pas se contenter de 6 classes si jamais on est obligé de fermer celle-là. Exactement. Donc là, un petit moment de réflexion, vous avez tous eu le... C'est combien de classes Tazieff en maternelle actuellement? 2. Donc là où il y en a une qui ferme, 2 là, il y en a une qui va fermer très probablement. Grosso modo, il faudrait dimensionner Cousteau à 4 classes de maternelle, c'est ça? Grosso merdo. Chose qu'on a déjà été fait. Et ça, c'est faisable. La Cousteau, à partir du moment où Cousteau, la maternelle Cousteau, déjà, il y a toujours la possibilité sur le site de la maternelle de rajouter éventuellement un élément. Ah oui.
Voilà, puisque là, il y aura encore de la place de ce côté-là, même si on n'a plus de trou. Logique. Ce qui ne sera pas le cas pour le demi-mètre. Viser d'être là-haut. Je pense qu'il faut peut-être repenser le bâtiment. Tabula rasa. Puis abandonner Tasief. C'est pas dans 3 ans. Ça va prendre 10-15 ans, cette affaire-là. Parce que là, ça Il y a 6 classes. Là, il y a 6 classes ici. Il y a 3 classes de primaire, 2 classes de maternelle. Mais il se mélange. Il y a que le bâtiment, il n'y a pas le CRH, il n'y a pas tous les à côté, tous les accessoires. Non. C'est pour ça que quand je vois restauration périscolaire à 2,2 millions tel qu'il est prévu, je pense qu'on va peut-être surseoir sur ce bâtiment qui est le plus récent, même si c'est pas le plus adapté. Et la seule différence, le seul truc qu'il y aurait peut-être à faire en ce qui concerne l'accessibilité, si jamais on déplace le multi-accueil, c'est un ascenseur. Oui, pas le choix. Ça se fait, il y en a dans toutes les écoles maintenant. Bah oui. Voilà. Si ce n'est que ça paraît difficile de mélanger 2 activités avec un ascenseur à l'intérieur, notamment en ce qui concerne le multi-accueil, avec des flux de petits et de grands au même endroit et du passage. L'ascenseur n'est pas... Ou alors on laisse le multi-accueil, on fait un tapis roulant. L'ascenseur reste à titre exceptionnel, c'est pour les enfants qui seraient en difficulté pour se déplacer. L'ascenseur, c'est pour du PNR, clairement. Oui, mais il n'y a rien qui dit qu'à partir du moment où il est là, ce ne soit pas d'un usage. On ne peut pas le mettre à l'intérieur du bâtiment, donc il faut qu'il soit à l'extérieur. C'est pour 2 activités. Il y a les deux, hein. Il y a les deux. Et il y a des clés. Il y a des clés, oui. Il y a des clés. Tout le monde ne peut pas l'utiliser. Le bâtiment tel qu'il est prévu, quand ils ont fait la proposition, on se retrouve éventuellement avec un ascenseur à l'intérieur. Et si on fait 2 activités, on se retrouve avec un ascenseur à l'extérieur pour ne pas faire passer les gens à l'intérieur d'un bâtiment pour demander dans un autre service. Donc je pense que là, il faudra qu'on vienne, il faudra que chacun y réfléchisse. Est-ce qu'on a une idée ou est-ce qu'il y a on va dire, une prévision sur les subventions qui peuvent être allouées si c'est que de la rénovation thermique et extension? Ou de la démolition. Enfin les deux, on n'a pas tout à fait les mêmes pourcentages, il y a plus de... Il y a plus pour la réhabilitation. Il y a plus pour la réhabilitation sous réserve d'avoir des subventions avec les... Le fond vert, c'est quand même pas un mirobolant. Le fond vert, c'est 20%. Si, encore, ça risque de descendre. Donc ça ne mènera pas bien loin. Et puis le seul problème qu'on va rencontrer à l'heure actuelle, c'est que vous savez qu'on a un nouveau gouvernement ici. Donc là maintenant, ils sont en train de chercher des économies. Voilà. Donc le secteur économique, je ne sais pas où ils vont le trouver. J'ai peur que les collectivités soient aussi mises à contribution, voilà, et que les préfectures ont des dotations qui soient un peu diminuées par rapport à ce qu'on sera en droit d'attendre. C'est pour ça justement que dans la discussion, il ne faut pas qu'on se trompe sur le projet. Oui, parce que si les subventions sont si énormes, je veux dire, le delta entre les 9, alors je sais, c'est pas bien, c'est pas idéologique et autres, mais le delta n'est pas non plus mirobolant, quoi. Ah non, il y a 1,2 million. Si on fait la si on veut totalité des partir sur bâtiments. quelque chose de sain et puis avoir de simple et de sens, parce que rénovation thermique sur les bâtiments comme ils sont existants, Cousteau, excusez-moi, mais je pense que ça va être des fonds thermiques à gogo. Je vois pas trop l'intérêt de faire de la rénovation de cette manière-là. Puis de modulable, oui. Ouais, et puis quelque chose de... Ouais, puis, non, mais de simple, quoi, parce que ça doit être fonctionnel, Cousteau. Je trouve pas que ce soit super simple. Et ni fonctionnel, pas pour avoir fait le ménage... Mais ils sont partis sur le principe d'une réhabilitation qui était mieux subventionnée qu'une construction. Mais il est bien évident que la réhabilitation, notamment au niveau de la maternelle, ne change rien aux différences de niveau qu'on retrouve à l'intérieur. Si ce n'est qu'on accède par l'extérieur. Donc on part du principe que, comme ils ont fait maintenant depuis la Covid, tout le monde accède par l'extérieur dans les différentes classes. Et là, c'est encore faisable sur la maternelle, ça ne l'est plus sur l'élémentaire. On va revenir sur quelque chose de plus logique en termes de... Je pense qu'il faudra quand même que chacun y réfléchisse et qu'on fasse une petite réunion, parce que là, il va falloir qu'on discute avec le cabinet d'architecte pour savoir comment on se rend. Donc, si la majorité du conseil décide qu'effectivement la conservation des bâtiments tels qu'ils sont maintenant, si c'est pour avoir 100 000 € de subvention supplémentaire pour un bâtiment qui va de toute façon garder l'architecture qu'il a maintenant, même si notre chef du patrimoine là-bas la trouve très bien.
Voilà. Il est bien évident qu'ils ne se posaient pas cette question quand ils ont construit le bâtiment en 1976. L'accessibilité ne semblait pas une de leurs priorités, c'était pas un problème. Ça l'est maintenant. Comme ça, dans un premier temps, il faut déjà qu'on fasse faire le bilan de Tazieff. Je ne suis pas sûr. On a eu au budget des bâtiments angolais. Pardon, Vous avez une connaissance du sujet du comité là? Non, mais on peut demander les sujets de loi aussi. Oui, largement plus que ce qu'on a. Mais grosso modo, les 7 millions d'il y a 5 ans pour faire un peu scolaire, je pense que c'est chaud, donc là, c'est de 10. Parce que là, on a considérablement la surface. Là, on n'est pas, c'est justement pas de l'anodin. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est effectivement d'avoir le projet, comme disait Moulin, le projet qui avait été fait en... Déjà, il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si c'est pas M. Binourémy qui s'en est occupé aussi de la rénovation du Ruclin, l'école Ruclin. Voilà. Donc on demandera un petit peu le projet qui a été mis en place à l'école Ruclin et puis on essaiera de vous communiquer ça pour qu'on ait quand même une réflexion. Non, je pense pas. Ouais, mais même le projet qui a été fait en Celui-là, on peut le ressortir. On peut le ressortir. C'était Tandem qui l'avait fait. C'est Tandem, oui. Et sur l'énergie, là, c'est pas forcément sur Pampa, mais on peut partir sur des bâtiments à énergie positive. Ah ben, Il me semble que c'est chaque mois ils ont fait un bâtiment à énergie positive. à chaque mois, ils ont fait effectivement une belle école il y a quelques années. On a visité les salles, grosso modo, les salles pour les gamins, elles font 80 mètres carrés. Voilà. Donc là, on est. Là, vous allez mettre des étoiles dans les yeux aux Voilà, puis en plus, on leur fait un petit bureau, un petit espace personnel, on met un sauna et comme ça, tout le monde sort. Sauna. Est-ce qu'on a du terrain vers la ferme de Tremblay là-bas? Non. Et là, on est en zone agricole, je pense que ça commence à poser quelques problèmes. Même si on arrivait à s'étendre de ce côté-là. Pour la construction, ça me paraît difficile, parce que le seul accès, c'est la rue Racinet. Voilà, parce que la rue Jean-Lot sous pont, ça me paraît difficile à moins de supprimer le canal. Voilà. Et donc déplacer tout ça là-bas, on n'a quand même pas beaucoup de terrain qui nous permettrait, qui soit suffisamment grand pour nous permettre de délocaliser complètement une école, donc d'en construire une et puis de supprimer tout ça. Mais ça pourrait être aussi étudié en disant que le projet qui est mis en place maintenant ne convient à personne et que le groupe scolaire, on va en faire un nouveau, mais pas là où ils sont. Et après, on voit le terrain de Cousteau, 80 arbres, on fait la maison dessus. Donc on essaiera de vous communiquer tout ça et puis on essaiera d'en discuter rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis bravo pour la synthèse de tous les éléments, parce que c'était évident. À tous ceux qui ont assisté, je pense qu'ils avaient déjà une petite idée du sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vrai que c'est un peu limité. Mais enfin, il n'y a aucun bâtiment qui soit vraiment en mauvais état. Donc on va essayer de voir pour Tazieff, savoir comment ça peut se passer et puis on vous fera un compte rendu.